Bien, je remercie beaucoup Monsieur l'abbé du Verger de son invitation à laquelle je réponds volontiers parce que le sujet qu'il me propose ce soir est un sujet qui me passionne depuis des années, par fonction particulièrement, mais déjà auparavant, puisque maintenant sur la place de Paris, je suis obligé de me battre pour l'enseignement catholique, et c'est une notion catholique. On est même en deçà de cette limite, l'enseignement tout court, puisque, comme vous le voyez, on est très loin d'enseigner quelque chose aux élèves. Ce n'est pas tout à fait par hasard, les aventures qui arrivent à notre école ne sont pas le fruit du hasard. Vous savez que Ernest Renan, dans sa rage antichrétienne, dans son livre Marc Aurèle, écrivait « Si Marc Aurèle, au lieu d'employer les lions et la chaise rougie, eût employé l'école primaire et un enseignement d'État rationaliste, il eût bien mieux prévenu la séduction du monde par le surnaturel chrétien. Il est bien plus habile d'empêcher de futurs chrétiens de se le faire que d'essayer de faire apostasier des chrétiens qui en sont déjà persuadés. » Le but ce soir sera de voir ce qui se produit dans l'enseignement et pourquoi la manière dont on enseigne a comme effet que l'on détruit tous les moyens de défense des générations qui montent. Vous avez sans doute suivi, au cours de l'année dernière, le ministre Allègre qui a fait une grande interrogation, un grand interrogatoire à tous les lycéens pour savoir ce qu'ils souhaitaient trouver dans les lycées, et ensuite a réuni un très solennel colloque national à Saint-Fond sur le thème « Quel savoir enseigner dans les lycées ?» Et bien sûr, les réponses des lycéens ont été ce qu'on pouvait espérer, ça frisait ou le cocasse ou l'affligeant. Tout ça pour déterminer la volonté générale. Il est évident que tous les littéraires ont dit qu'il y avait trop de maths, tous les matheux ont dit qu'il y avait trop de lettres. Après ça, on leur a demandé qu'est-ce qu'ils souhaitaient de manière primordiale. Ils souhaitaient tous apprendre à se servir d'un ordinateur, avoir davantage d'éducation sexuelle, et par-dessus le marché, parce qu'ils sentent quand même qu'il y a un manque, apprendre du savoir-vivre. Ça, ils étaient tous unanimes. Ils sont un peu conscients qu'à force de pousser toutes les vieilles dames dans les escaliers pour passer les premiers, on ferait mieux de leur apprendre, peut-être, comment il faut faire dans un salon pour bien se tenir. Donc ça les traumatisait un petit peu, et ils souhaitaient, en passant leur bac, au moins avoir tiré de 12 années d'études la manière de dire bonjour, au revoir et de se moucher. Nous en sommes très contents, ça nous a coûté quelques millions de francs, et voilà ce que M. Allègre a réussi à trouver après son enquête. Pourquoi en sommes-nous arrivés ici en cette fin de siècle, alors que l'enseignement français était performant et probablement le plus performant du monde? Mon propos ce soir aurait pu être multiple, j'aurais pu vous en faire l'histoire. Et cette histoire, elle vous montrerait que depuis un siècle, et alors d'une manière catastrophique et accélérée depuis le début de la Ve République, les lois se succèdent et qu'elles ne sont pas le fruit du hasard. Nous en verrons quelques-unes au passage. Mais je vais plutôt ce soir m'arrêter sur les causes intellectuelles de cette faillite de l'enseignement. La question de nos jours ne se pose plus entre la distinction entre le bon et le mauvais élève. Les uns comme les autres sont atteints dans leur être. Un élève qui sort de mon école, obligé d'être orienté vers la 4e ou la 3e parce qu'il ne peut plus faire davantage d'abstraction, quelle que soit l'école professionnelle dans laquelle il se dirige, il en sort toujours premier. Il en sort toujours premier parce qu'il a appris des choses qui vous paraissent peut-être toutes simples. Il a appris à apprendre, à remplir une copie, à rendre son travail à l'heure, à écrire proprement, et il a appris aussi à raisonner. Donc, sans effort, il sort premier. Alors qu'un élève qui sortira des plus prestigieux collèges de Paris, Franklin ou Henri IV, et qui sera polytechnicien, est actuellement incapable de nous faire un contre-révolutionnaire. J'entends un contre-révolutionnaire au sens le plus profondément humain et chrétien, quelqu'un qui comprenne toute la nature d'une société, d'un homme, du catholicisme, ce qu'il faut pour empêcher Satan de vaincre. Il ne sera, ce garçon, cette jeune fille sortie de ses hautes études, en sera rigoureusement incapable.
Et c'est justement là qu'on peut avoir l'impression qu'il existe une victoire, parce que nous ne verrons plus dans nos jeunes surgir ces grands hommes du siècle dernier qui portaient des noms comme Louis Veuillot ou Don Guéranger, où on pourrait multiplier un certain nombre de grandes têtes. Et même quand il s'agissait même pas de grandes têtes, un simple écrivain qui avait une bonne plume, qui la maniait, qui de temps en temps faisait un petit article pour faire plaisir à une revue locale. Il y avait une profondeur de pensée et d'analyse. N'importe quel petit hobereau était capable de vous écrire un article de 2 pages qui était d'une profondeur intellectuelle extraordinaire, parce qu'ils étaient tous formés ainsi. Or aujourd'hui, je peux garantir que même d'un bon nombre de familles traditionnelles, les traditionnels qui ne vont pas jusqu'au bout de leur raisonnement, qui se contentent d'être traditionnels parce qu'ils prient, parce qu'ils font confesser leurs enfants et parce qu'ils leur apprennent leur catéchisme, et qui ne vont pas plus loin, ils ne verront jamais leur fils ou leur fille être capables de prendre le flambeau du combat. Ils seront tout juste capables d'aller chercher des instructions et de les répéter. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en réalité, si cette école, selon les dires même du précédent ministre de l'Éducation nationale, fabrique de 1/5 à 1/3 d'illettrés, des illettrés en 3e, c'est-à-dire des gens de 14 ans, ou 15 ans, ou 16 ans. On entend par illettré, et c'est pour ça qu'on trouve entre 1/5 et 1/3, 1/3. 1/5, c'est celui qui ne savent pas lire du tout. Je veux dire 1/3, c'est ceux qui savent, 1/5, ceux qui ne savent pas lire du tout. Mais 1/3, quand on prend des gens à qui de présenter une feuille comme ça les fait reculer. C'est-à-dire que si vous avez l'intention, pour vous faire élire à la municipalité, d'écrire une feuille pour expliquer pourquoi vous vous présentez, si votre feuille est écrite comme ça, vous avez donc 1/3 des gens qui ne la lira pas. Parce que ça exige un effort intellectuel intense. Vu leur exercice mental habituel, c'est trop dur. Et quand on les classe dans les illettrés, on arrive donc à 1/3 de la population qui est illettrée, ce qui est énorme. Donc là aussi, je situe bien mon propos ce soir, je ne parlerai pas non plus de l'immoralité ambiante, de l'endoctrinement qui paraît partout. Là, je ne me situe simplement que sur le mécanisme, comment ça fonctionne, comment fonctionne la tête d'un être humain, et vous expliquer pourquoi on est en train de gripper, et de gripper définitivement ce mécanisme. Alors je vais être obligé de vous faire suivre les chemins ardus. Mais rassurez-vous, je suis professeur, donc j'ai toujours des élèves qui me regardent avec le regard d'une vache qui regarde passer le train en me disant je n'ai pas compris. Donc je vais essayer de simplifier mes propos, mais de vous emmener sur les terrains ardus qui sont ceux, je sens que ça chahute au fond, les terrains ardus qui sont ceux qui portent le nom de philosophie de la connaissance. L'intelligence donc d'un être est une terre vierge, un instrument merveilleux qu'on est chargé de remplir, qu'on appelle la faculté de l'être. Une intelligence, elle est faite pour connaître tout ce qui est. Que vous croisiez, bien on en parlait tout à l'heure, que vous croisiez une vache, elle est, et vous connaîtrez la vache. Que vous croisiez un arbre, ça c'est vous qui vous déplacez, si vous croisez un arbre, c'est pas l'arbre. L'arbre, il est, et donc vous le connaissez. Vous pouvez le connaître sous l'aspect de l'être. C'est cet être de l'arbre, cet être de l'animal que vous saisissez. Et quand vous avez acquis plusieurs connaissances, vous pouvez construire les connaissances les unes avec les autres et arriver à les composer. Vous pouvez très bien avoir acquis dans votre enfance la notion de blancheur. Vous avez vu des foules de choses qui étaient blanches et vous connaissez la notion de blancheur. Vous avez aussi acquis la notion de chaise, parce que vous avez vu plusieurs chaises. Et vous êtes capable de composer. La chaise est blanche. Donc vous êtes arrivé, et on peut même vous dire, sans vous montrer de chaise, on pourrait être dans une pièce où nous serions tous debout, et on arriverait à vous dire, la chaise est blanche, et pour vous c'est une pensée, une vraie pensée qui nous permettrait de raisonner. Et vous seriez capable de dire, mais oui, cette chaise est blanche, elle ira très bien dans cette pièce qui est blanche. Donc, vous pouvez raisonner parce que vous avez associé, vous avez réussi à saisir ce qu'est l'être des choses, à composer l'être des choses. C'est en fin de compte le travail de l'intelligence. On part de choses qui sont concrètes, qui sont visibles, qui sont sensibles, on forme des idées qui sont plus sensibles, et on est capable de travailler avec nos idées.
C'est la fonction de l'intelligence, elle n'est pas faite pour autre chose. Et elle le fait en 3 étapes. En tant que bon professeur, je vais vous les écrire pour que vous les ayez devant les yeux. La première, c'est d'abstraire. Abstraire, ça consiste à faire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez vu un mur blanc, vous avez vu une voiture blanche, vous avez vu un ciel blanc, vous avez vu des choses blanches, et vous avez formé l'idée de blancheur. Vous avez abstrait. C'est une opération, la première opération de l'esprit. Ensuite, il existe les jugements. Le jugement consiste à associer 2 idées. On associe la chaise, on associe la blancheur, l'un avec l'autre, la chaise est blanche. Et la troisième opération de l'esprit, que l'on appelle le raisonnement, ça consiste à faire un enchaînement d'affirmations. J'aime le blanc, or la chaise est blanche, donc j'aime la chaise. En fait, toute la pensée humaine se résume à ces 3 actions-là, qui sont tellement élémentaires que vous avez peut-être l'impression que je vous dis des choses qui n'auraient même pas besoin d'être exprimées. Et pourtant, mon propos ce soir est de vous montrer étape par étape que ces 3 opérations essentielles à notre communication entre humains, à notre conversation, à notre pensée, sont toutes attaquées dans leur fondement. Que se passe-t-il dans l'intelligence d'un enfant? Dans l'intelligence d'un enfant, Père Vierge, on lui montre des objets. Il commence par utiliser ses sens. On lui montre des objets et il va former une idée. L'enfant, il est tout petit, vous vous approchez de lui et vous lui montrez la table de la cuisine. Elle a 4 pieds, elle est en formica, elle est blanche aussi, et les pieds métalliques. Et vous lui dites table. L'enfant, il se passe quelque chose dans sa tête que nous allons analyser dans quelques secondes. Pour lui, il sait définitivement ce qu'est une table. Et le lendemain, vous vous promenez dans le jardin, vous avez un tout petit guéridon, un tout petit pied, qui se sépare en 3, il est minuscule, il est rond et grand comme une soucoupe, il est en plastique, et je ne sais pas, il est vert foncé. Et l'enfant vous dit table. Si vous réfléchissez, c'est aberrant. Comment a-t-il fait pour dire que c'était une table? Il n'en a jamais vu qu'une, il a appris le mot la veille, sur quelque chose qui n'était pas de la même couleur, pas de la même forme, pas de la même taille, pas de la même matière, et il vous a tout de suite dit table. C'est prodigieux l'intelligence. Ça veut donc dire que l'enfant a fait cette opération que l'on appelle abstraire. Il est parti de choses qui sont concrètes et il a formé des idées. Mais des idées qui sont vraies. Des idées qui correspondent à la nature de ce qu'est la chose. Et lui, il sait définitivement ce qu'est une table. À tel point qu'il pourra même exprimer des choses tout à fait surprenantes. On pourra plus tard lui montrer un plateau en disant c'est une table calcaire. Alors c'est un plateau qui s'étend sur 100 km. Mais il sera capable de former cette idée. Parce que l'idée est définitivement dans sa tête, il a formé la notion de l'être table. Et le mot table sert à porter cette idée. Il utilise un mot qui sera toujours le même, table, pour porter cette idée. Il existe une très vieille erreur qui existait déjà au Moyen-Âge, qui portait le nom technique de nominalisme, dans lequel on considère, Guillaume d'Occam, qui en était l'auteur, prétendait que, au lieu de se faire l'idée d'une table, l'enfant et l'homme, par conséquent, se faisaient une idée moyenne. Et tout au long de votre vie, vous finissez par faire une sorte d'idée mathématique qui est, vous commencez par une grande table blanche, une petite table guéridon, donc dans votre tête, il existe une sorte d'image qui est un mélange entre un rond et un carré, un mélange entre du plastique, du formica blanc et du plastique vert. Vous avez une sorte d'image floue, et ça serait ça votre pensée. Vous apercevez que ce n'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout, puisque, en fait, on est dans un autre univers, et que la façon dont l'enfant sera capable d'appliquer le mot table prouve qu'il a atteint l'être, et non pas une image moyenne. Je dirais là, il faut être
il faut être réaliste, je ne peux pas vous prouver par A plus B des choses qui sont évidentes. Vous regardez agir un enfant, vous êtes obligé de vous dire, son intelligence a saisi l'être de la table. Et déjà, l'enseignement moderne se plaît à adresser l'enfant sur cette réalité, je dirais sur ce soubassement de sa pensée, ce b.a.-ba de la pensée, cette structure sur laquelle il s'appuie. Et c'est en particulier dans le français. Alors ouvrez, ayez la curiosité d'ouvrir un livre de français, des exercices de français, même pour le primaire, et puis dans le secondaire encore plus. On sépare ce qu'on appelle le signifiant et le signifié. Ce qui veut dire en gros qu'on sépare la table du mot table. Et tout à coup, on va s'amuser à utiliser le mot table pour une chaise. Et pour montrer la table, on va s'amuser à créer un mot qui n'existe pas en changeant les syllabes, les consonnes ou les voyelles. On leur fait faire des jeux de ce type-là. Par exemple, on leur fait réécrire. Vous avez des exercices qui consistent à réécrire les fables de La Fontaine en prenant toujours le mot suivant dans le dictionnaire. Et il y en a une qui sert toujours d'exemple, qui s'appelle la Simèse et je ne sais plus quoi, parce que c'est un exemple type. Elle est dans tous les livres de français, tous sans exception. Ça, voilà les jeux que l'on fait faire aux enfants. J'espère que vous soupçonnez la gravité de ce genre de choses. En fait, vous êtes en train de faire vaciller intégralement le monde de l'être. L'enfant n'aura plus rien de stable, le mot ne signifiera plus rien, le mot n'est qu'un jeu, la pensée n'est qu'un jeu. Et c'est en plus couper l'ordre de la relation, il n'y a plus moyen d'expliquer quoi que ce soit. Et vous voyez déjà quel jeu il peut y avoir derrière cela, parce que je sais que vous êtes tous des gens passionnés de politique, et vous voyez très bien qu'en politique, les mots ne signifient plus rien. Qu'on a donné cette habitude de jongler, que vous utilisiez le mot de démocratie aussi bien que le mot de n'importe quel passé politique, vous pouvez utiliser le mot que vous voulez, le mot ne signifie plus rien. Et il n'y a pas un journaliste, pas un homme politique qui accepte de définir un mot. Il vous traite de ce que vous voulez, mais il ne veut pas le contenu qu'il y a derrière le mot. Il vous traitera, parce que c'est à la mode actuellement, de raciste, comme il pourra vous traiter d'autre chose. Et je dirais même, de l'autre côté, on peut vous traiter de gauchiste. Ça n'a aucune importance. Personne ne veut la signification qu'il y a derrière le mot. Ça encombre tout le monde. On veut des mots, on ne veut plus du sens des mots. Et ça commence dans le primaire. Et on fait déjà des enfants qui seront absolument prêts pour ce genre de jeu. Et ça ne touche pas que le français. Vous voyez, c'est une déstructuration de l'intelligence qui se fait très tôt. Prenez par exemple la numération en mathématiques. Vous avez appris à compter jusqu'à 10. À 10, on remet un 0 et on recommence 11, 12 en ayant tourné une dizaine. Système qui est particulièrement génial. Je crois que l'humanité doit énormément à celui qui a inventé le chiffre 0. C'est une de mes réflexions de temps en temps. On n'aurait jamais pu faire de mathématiques sur le chiffre 0. Je sais qu'évidemment c'est un sujet de dispute entre les hommes et les femmes, parce que les femmes mannient énormément le chiffre 0 dans les comptes chèques, et les hommes n'aiment pas du tout ça. Mais, en réalité, l'inventeur du chiffre 0 est un homme génial. Et il a ouvert la porte à toutes les mathématiques et ses applications. On a décidé, c'est vrai que c'est relatif, on a décidé qu'on mettait ce 0 qui fait tout repartir à 0 au bout de 10 chiffres. D'accord, c'est conventionnel. Mais un enfant qui est en train d'apprendre, pour qui c'est quelque chose de très important, il faut absolument que tout soit certain, absolu. Ce n'est pas un universitaire abstrait qui joue avec les chiffres. Il y a un objet, 2 objets, 3 objets. Puis on arrive à 10 objets, hop, c'est comme si on repartait à la case départ. Il est en train de refaire complètement sa structure sur quelque chose qui va lui servir toute sa vie. Et qu'est-ce qu'on dit à cet enfant? On dit, oh, mais on n'est pas obligé d'en prendre 10, on peut en prendre 9, on peut en prendre 11, on peut en prendre 3, et on le fait déjà jouer avec son instrument. Qu'un universitaire s'amuse avec l'instrument, ma foi, ça n'est pas interdit. Pas plus que ce que je vous disais sur les mots, qu'un universitaire essaye de conceptualiser les racines du langage. C'est un problème d'universitaire. Ce n'est pas un problème d'enfant de 8 ans. Et c'est exactement la même chose en mathématiques. L'enfant ne peut pas vivre sur ses idées de théorie. La notion de théorie commence à peine à poindre dans un cerveau d'un enfant de 12 ans. Mais la relativité des instruments que nous utilisons est quelque chose qui est très long à venir chez un enfant. Et donc on n'a pas le droit de lui faire perdre ses instruments, de lui faire perdre son système décimal, pas plus qu'on a le droit de lui faire perdre ses lettres, qu'on a le droit de lui faire perdre les mots qu'il utilise. C'est un crime contre son intelligence. Et c'est là qu'il est très important
bien réfléchir à la manière dont travaille cette l'intelligence de l'enfant. Et non seulement on lui fait faire ce travail, on lui détruit ses instruments de travail, mais en plus, on voudrait presque qu'il les crée. Et on fait faire pratiquement de chaque enfant un genre d'Einstein, en oubliant qu'Einstein il est devenu ce qu'il est devenu que parce qu'on lui a appris à lire, à écrire et à compter. Il n'aurait jamais pu tout refaire depuis l'âge de pierre tout seul. Dites-vous que si on peut lancer une fusée sur la Lune, c'est parce qu'avant la fusée, il y a eu d'autres gens qui ont fait d'autres théories. Et que ceux qui ont envoyé les fusées sur la Lune, ils ont profité des théories des prédécesseurs. Donc on ne redémarre pas à zéro. Vous auriez été bien ennuyé que dans votre temps d'enfance, vêtu de peau de bête dans une grotte, on vous oblige à tout réinventer. Vous n'auriez pas de four à micro-ondes, pas de fer à repasser, et vous ne pourriez rien faire du tout. Or, c'est ce qu'on exige. C'est ce qu'on exige de l'enfant. C'est-à-dire qu'actuellement, très jeune, on privilégie à l'extrême les recherches de documents, les exposés, mais plus encore les flashs sur des aperçus faits à la va-vite sur des choses et sur d'autres. C'est plus sensible dans le secondaire que dans le primaire, mais c'est aussi vrai dans le primaire. Si vous ouvrez un livre d'histoire, l'histoire, autrefois, on vous eût enseigné que la guerre de 14 a commencé à telle date, que les soldats sont allés à tel endroit, ont rencontré telle autre armée, qu'il y a une victoire, une défaite, et ainsi de suite. Pour vous, votre tête aurait été parfaitement claire. Ça, c'est la guerre de 14. Puis plus tard, on vous aurait demandé des jugements en vous disant mais quelle a été la cause de cette première armée qui est allée là? Qui commandait telle autre armée? Quelles étaient les influences entre les partis politiques en France? Et ainsi de suite. Mais d'abord, le tout sur ce qu'est la structure, ce qu'est l'être des choses. Maintenant, on agit dans le sens inverse. On donne des flashs. Et l'enfant va construire la guerre de 14 à partir d'une photo, d'une déclaration des droits de l'homme, d'une photo des tranchées, d'un texte de Charles Maurras, d'une petite harangue de Clémenceau, d'un texte de journaux qui a été photocopié, et ainsi de suite. Ça, c'est la guerre de 14. On demande en fait à l'enfant, à partir de là, d'essayer de se faire une idée. Et on retombe, remarquez-le, dans l'erreur du Moyen-Âge dont je vous parlais. On est en train d'imaginer que sa pensée se fabrique par association, par une sorte d'image moyenne. Et donc on veut que la pensée de l'enfant sur la guerre de 14 ne soit qu'une sorte de flou qui superpose une petite phrase de Maurras, un petit texte de journaux et une photographie des tranchées. Voilà ce que sera la guerre de 14 pour l'enfant, une image moyenne dans un flou parfaitement entretenu. On retombe exactement dans ce que je vous disais sur le nominalisme. Comme si, mais vous remarquerez que je vous ai dit pour vous, le nominalisme est absolument contraire à votre intelligence, puisque, vous le savez fort bien, l'enfant sait tout de suite ce qu'est une table, et il n'a pas une table qui est à moitié verte, à moitié blanche. Il a une table. Mais là, c'est l'inverse. Pour éviter qu'il sache ce qu'est la guerre de 14, on tâche qu'il lui fabriquer un flou, pour que, surtout, il ne puisse jamais savoir bien ce qu'est la guerre de 14. C'est un système, c'est ce qu'on appelle, ça vient du philosophe Hume, qui est un Anglais, l'associationnisme. Et, en réalité, on le rend incapable de parvenir à l'être des choses. Alors, peut-être vient-il à l'esprit de certains d'entre vous l'objection suivante. Quelle est la différence entre ce pauvre enfant, qui donc va avoir, disons, 5 à 6 flashs dans son livre d'histoire, lui représentant la guerre de 14, et l'universitaire qui va, lui, avoir aussi une pile de documents et qui traite de la guerre de 14 et qui sera normalement capable d'écrire un livre fort intéressant sur la guerre de 14. La différence, elle est la suivante. C'est que l'universitaire, il est en train de faire, parce qu'il a l'esprit déjà formé sur des choses élémentaires, il est en train de faire le travail d'abstraction. Quand on lui donne un texte de Clémenceau, il va en sortir, parce qu'il est universitaire, parce qu'il a tout le passé, il va en sortir l'essence même de la guerre de 14, ou l'essence des luttes qu'il y avait entre les partis à ce moment-là. Et à force de voir un certain nombre de textes,
comme l'image de la table dont je vous parlais tout à l'heure, à force de voir un certain nombre de tables, on finit par quand même avoir une idée de l'être de la table qui est très précise. À force d'avoir vu un certain nombre de textes sur la guerre de 1914, cet universitaire aura une idée très précise de la guerre de 14. Tandis que l'enfant, on l'agresse alors que son intelligence n'est pas préparée pour un travail qui est au-dessus de ses moyens. Et on va en faire quoi? Je suis désolé de le dire en espérant qu'il n'y a pas de tenant de ce pauvre métier face à moi. On est en train d'en faire un journaliste. C'est-à-dire quelque chose de catastrophique. Un enfant qui ne sera simplement capable que d'aligner un petit flash de ceci, un petit flash de cela, et qui ne sera incapable de fournir une pensée structurée sur l'être d'une chose. Regardez comment ça se passe aux informations à la télévision, c'est tout de suite Madame Trucmuche qui pleure parce qu'elle est très triste, que je ne sais pas quoi, le journaliste qui fait une réflexion qui n'a rien à voir avec le sujet, et puis on vous explique que c'est très dommage parce qu'il y a eu plein de morts. Bon, c'est terminé. C'est terminé. Mais comment vous voulez savoir ce qui s'est passé? Comment savoir une notion sur l'être même de ce qui s'est passé et sur sa raison profonde? Vous n'en saurez jamais rien, il faut bien vous le dire une bonne fois pour toutes. C'est la technique de l'information. Et là aussi, quand je vous dis que l'on utilise cette technique-là à l'intérieur des livres scolaires, là aussi je voudrais que vous compreniez dès à présent que ce n'est pas par hasard. Il y a bien des gens que ça arrange. Et ça remplace en fait l'impression, ça privilégie l'impression, l'affectif par rapport à l'être. Et c'est une des choses qui me marque de manière systématique, et tous les ans c'est pareil. Bien sûr que j'assimile dans toutes les classes, de la 6e à la terminale, des élèves qui viennent de l'extérieur. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il faut plusieurs années pour leur apprendre à réfléchir. Ils passent leur temps à vous dire « moi je sens, j'ai l'impression que… » Et pourquoi on ne peut pas dire que… Il ne vient jamais à l'idée de chercher un raisonnement, de chercher… Mais pour eux, la guerre de 14, c'est très triste qu'il y a eu des morts. Bon, c'est vrai que c'est très triste qu'il y ait des morts, mais le problème, ce n'est pas la structure de la guerre de 14. Il y a un être. Si c'est devenu triste, c'est parce qu'il y a un être qui est triste. On voudrait qu'ils nous disent ce qu'est l'être. Et donc, ces élèves-là sont incapables de nous dire quel est cet être. Ils nous disent toujours ce qui est affectif, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont perçu, quelle est leur impression, mais ils sont incapables de passer sur le plan de l'être. Gravité de cette méthode d'enseignement. Et en réalité, elle est poussée à l'extrême dès qu'on monte en classe, parce qu'on sépare ce que l'on appelle la substance de l'accident. Et en réalité, on se débrouille pour que ce qui intéresse, ce ne soit plus ce qui est dit dans un texte, mais ce soit véritablement l'articulation purement extérieure. Parce que l'exemple que je vous ai pris dans un livre d'histoire, elle est malheureusement même vraie dans un livre de français. Mais alors dans un livre de français, la chose va être encore plus bizarre. Parce que dans un livre de français, au lieu de s'intéresser à ce qui est écrit, on va s'intéresser à la manière dont c'est écrit. Mais sans s'intéresser à ce qu'il y a dedans. On va supprimer. On ne prendra plus, on ne sera incapable de vous dire qu'une pièce de Racine traite de Phèdre. Cette pièce de Racine, on va tout de suite essayer d'imaginer quel est l'univers sentimental, mais personne à la fin ne sera capable de vous raconter la pièce. Personne. Parce qu'on ne s'occupe que de la structure. Il m'est arrivé à cet effet-là une anecdote assez significative. Il y a ça 7 ou 8 ans, pour réajuster les niveaux de l'école par rapport à l'extérieur, je fais toujours et régulièrement faire des interrogations par des professeurs extérieurs ou des corrections extérieures. Et parmi ces corrections, j'avais une maison spécialisée en correction par correspondance, à qui j'avais demandé du service, et qui avait la réputation d'être relativement traditionnelle d'esprit. Mais ces prestations se sont arrêtées du jour au lendemain, un jour, où elle m'a rendu la correction d'un élève sur un poème de Victor Hugo. Ce poème de Victor Hugo, je suis incapable de vous le raconter parce que je dois vous avouer humblement que je déteste Victor Hugo, mais ça, chacun a ses goûts, je n'oblige pas à les partager. Et par conséquent, je ne suis jamais vraiment approfondi. Et je sais simplement que ce texte parlait d'une jeune fille qui se promenait sur la plage avec les pieds nus. C'était ça, uniquement, et sans plus. Et voilà que notre correcteur s'arrête sur le mot nu. Et à partir de là, se met à divaguer, et d'une façon absolue, sur toutes les significations les plus psychanalytiques qu'il pouvait y avoir sur ce terme, qui n'avait jamais été écrit. À l'époque de Victor Hugo, une femme qui se promène les pieds nus sur une plage, ma foi, on était loin des plages de 1998. Alors,
on est carrément dans le système actuel. C'est-à-dire le système actuel, on plaque. Et alors, il avait, après ça, essayé de trouver des corrélations entre des mots qui arrivaient à rendre ce mot encore plus agressif. Mais ça n'était absolument pas dans le texte. Ça n'avait rien à voir. Donc, il se torturait l'esprit, comme on le fait actuellement, à essayer de trouver des eugmes, des synecdoques, je ne sais, et autres articulations, pour essayer de prouver qu'en fait tout convergeait vers ce mot nu, qui portait une pensée psychanalytique que Victor Hugo aurait peut-être été surpris de découvrir. Voilà comment on fait le français. Parce que vous pouvez, si vous avez un peu d'argent après, perdre la prochaine fois que le baccalauréat aura lieu, au mois de juin, prenez un Minitel et lisez les corrections qu'on propose pour les sujets de français. Et vous verrez que je ne vous raconte pas des choses fausses, c'est ainsi que cela se passe. C'est en fait ce qu'on appelle actuellement l'analyse linéaire des textes, qui consiste, c'est une analyse de la forme uniquement, qui consiste à voir la structure, et on invente le véhicule. Dites-vous que c'était normal, autrefois on commençait par savoir ce qui était dit, et on disait, on avait une description de l'automne. Bon, la lettre du sonnet, c'était par exemple de décrire l'automne. Voilà, lettre, c'était l'automne. Et on essayait de vous dire, eh bien oui, il y a des correspondances sur les couleurs, des correspondances de sonorité qui montrent bien l'automne. Tandis que maintenant, on n'a plus rien à faire de l'automne, on essaye d'inventer des correspondances et on vous invente une pensée. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui crée l'être, c'est l'impression que vous en avez et c'est la structure que vous avez créée autour de cette impression. On est encore en plein, je vais dire en plein journalisme là aussi. Et c'est aussi une erreur qui est parfaitement à la mode, qui s'appelle le structuralisme, qui a été véhiculé pratiquement inventé par Jean Piaget, un philosophe de Genève, qui considère que il se défend presque de faire une philosophie. Il considère qu'il faut qu'il arrive à faire évoluer la pensée vers une sorte d'utilitarisme, c'est-à-dire que l'objet importe peu, c'est la relation que nous avons à cet objet qui est importante. Je me plaisais à prendre dans un article que j'avais fait sur les catéchismes à ce sujet, à prendre l'exemple d'une mère de famille qui s'en irait faire ses courses au supermarché, qui croiserait une bonne amie et qui lui dise « Bonjour madame, ce sont vos enfants qui sont autour ?» Et la mère ne répondant rien, disant « Ça, c'est celui qui fait la vaisselle. Lui, c'est un catalogue de bonnes notes. Celui-là, très fort en anglais. » etc. Alors la pauvre dame qui rencontrerait dit « Mais cette pauvre femme, elle a besoin d'un repos urgent. » Parce que si la seule relation, c'est la seule chose qui définit son enfant, c'est la relation fonctionnelle qu'elle a à l'enfant, on se dit cette pauvre mère, elle est toquée. La première chose, c'est de définir ce qu'il est. Cet être que vous avez devant moi, c'est mon enfant. Et parmi ses qualités, il a d'être gentil, d'être serviable, d'être bon en anglais. Mais d'abord, il faut donner son être, sa substance, et ensuite ses accidents. Mais vous remarquerez que maintenant, c'est tout l'inverse. Ce qui est important, c'est la relation, et c'est la relation qui crée l'être. Voilà, l'être de cet enfant, c'est d'être bon en anglais. L'être de cet enfant, c'est de très bien pousser les caddies dans le supermarché. Voilà ce qu'est le monde moderne. Eh bien, l'être de votre texte de français, c'est d'y trouver une synecdoque, et l'être de l'article du journal que vous aurez lu, c'est d'être capable de vous faire acheter tel produit dont vous n'avez pas besoin. Ce qui crée l'être, c'est la relation que vous avez à cet être. Qu'importe ce qu'il représente. Vous remarquez que c'est le principe même de la publicité. C'est qu'importe ce qui est représenté, ce qui est important, c'est qu'on vous crée un être par rapport à votre relation affective. Le fameux terme, quand vous voulez quelque chose vu à la télé. Vu à la télé, c'est le type même du monde à l'envers. Parce que ce qui crée la réalité de la chose, c'est que ça vous a déjà créé une impression affective. C'est la même réaction que de dire « il pousse le caddie ». Alors, s'il vous plaît, que ce soit l'enfant de madame, ça n'a pas d'importance, il pousse un caddie, donc il est bien. Eh bien, cette chose-là, elle est vue à la télé, donc elle est bien. De quoi s'agit-il? Je n'en sais rien. C'est vu à la télé, donc c'est bon. Voilà le processus intellectuel vers lequel on s'achemine. Et c'est un processus intellectuel qui est obligatoire dans les écoles. Sachez que, par exemple, pour passer l'épreuve d'anglais au bac, on est obligé de s'introduire dans ce type de raisonnement. L'épreuve d'anglais, telle qu'elle est conçue au bac, n'est pas utilisable pour les études supérieures. L'anglais pour les études supérieures consiste à pouvoir le parler avec des mots qui servent dans la vie courante et avec des phrases qui servent dans la vie courante. Mais ce qu'on demande à un élève pour passer son bac d'anglais, c'est d'être capable de ratiociner de cette façon-là sur des structures d'anglais. C'est-à-dire un vocabulaire de spécialistes, un vocabulaire de pédants qui sont faits pour être dans les universités, mais il ne saura pas parler l'anglais pour autant. Ce qu'il faut, c'est qu'il puisse
marcher dans cette forme de pensée qui n'est que analyse des formes. Voilà ce qu'on exige de l'élève de nos jours. À cette conception de l'enseignement, donc, qui a détruit l'apprentissage élémentaire de l'intelligence, on a rajouté un dernier coup d'assommoir, et qui est relativement subtil. Normalement, cette façon de penser, cette façon de comprendre, de raisonner, elle fait de chacun de vous des philosophes. Vous êtes assez surpris, vous voyez, ce soir, j'ai fait de vous des philosophes, c'est ma foi très simple. Et vous êtes aperçu de la philosophie, vous étiez comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, vous en avez fait depuis votre enfance. Et que depuis la première table que vous avez croisée dans votre maison jusqu'à nos jours, vous avez toujours fait de la philosophie. Et que tant qu'on a une tête formée pour l'être, on a une tête qui est philosophe. Mais il est évident que des êtres qui raisonnent de cette façon-là, des enfants et des jeunes qui raisonnent face à l'être, ce sont des gens gênants dans la société. Vous voyez l'exemple que je vous donnais il y a quelques instants sur les publicités. Je m'amuse, moi, je fais un cours de logique formelle à des élèves de première. Et je leur fais faire des exercices sur les publicités. Pour reconnaître une publicité qui parle ou qui ne parle pas de son objet. Bon, il y a 15 jours de bagarre. Leur tête est tellement faite de travers qu'avant qu'ils comprennent, ils disent oui, mais de toute façon on arrive à vendre. Mais ça ne m'intéresse pas qu'on arrive à vendre, je vous demande est-ce que ça parle de ce que vous achetez. Et des publicités qui parlent de ce que l'on vend sont tellement rares que j'en ai dans mon catalogue d'exemples, j'en ai 3. J'ai des dizaines d'exemples pour leur faire des exercices, je sais qu'il n'y en a que 3 qui parlent du sujet. Ça veut dire que ça fait des années que je les regarde dans le but de faire des exercices de logique. Et je n'en ai trouvé que 3. Eh bien, ceci, si vous voulez, ces enfants-là, une fois qu'ils auront été habitués à cela, quand ils vont se promener, ils auront ce réflexe, parce que je leur aurais donné le réflexe. Mais d'un certain côté, ils s'empêchent de tourner en rond. Ils ne sont pas intéressants dans un supermarché. C'est absolument le client comme on n'en veut pas. Et pour être sûr de son coup, il fallait surtout éviter que l'on forme des générations de cette façon-là. Et il a été inventé une botte secrète que vous ne soupçonnez pas, parce qu'elle date de 1965 et vous y êtes tous habitués. Elle date d'un ministre qui s'appelait Fouché. À cette époque-là, en 1964, il y avait 2 psychologues qui s'appelaient Bourdieu et Passeron, qui avaient écrit un livre qui s'appelait Les Héritiers. Et dans ce livre, ils avaient expliqué que certaines familles étaient particulièrement privilégiées avec le type d'enseignement tel qu'il était fait, parce que toutes les lettres classiques et tout l'enseignement classique et littéraire transportaient par lui-même toute une tradition et toute une habitude je dirais, tout un capital culturel. Et comme il y a des familles qui étaient intelligentes et qui aimaient les lettres, et que n'importe quel de vos grands-pères parlait avec des imparfaits du subjonctif parfaitement troussés, on s'aperçoit que quand la tête est formée ainsi, le capital culturel passe tout de suite. Et on a des familles à fort capital culturel. Et de fait, ce sont ces familles-là qui sont gênantes pour faire avancer la révolution. Donc il fallait les détruire. Et il fallait donc privilégier ce qu'on appelait les sciences par rapport aux lettres. Alors ils ont inventé cette chose machiavélique. Ils ont redéfini les sections, qui sont devenues à ce moment-là les sections A, B, C et D, fermant toutes les portes de la société à toutes les sections, sauf à la section C. La section C est en fait pour les sciences, est devenue maintenant la section S, depuis quelques années. Ce qui fait que toute l'élite de la société, toutes ces familles qui transportaient le fameux capital culturel, avaient quand même besoin que leurs enfants gagnent leur vie. Donc de désespoir étaient absolument obligés de leur faire la section C. À partir du moment où on arrive à un consensus absolu, et où toutes les écoles, forçant un petit peu sur le principe des maths sup et des maths spé, toutes les écoles qui permettent de gagner notre vie passent par cette section C, toutes les familles et capitales culturelles sont obligées de mettre leurs enfants à ne penser que maths et sciences physiques et ne plus avoir le temps de penser philosophie. Donc on était sûr qu'à partir de 1965, en une génération, on tarirait la transmission du capital culturel. Et c'était déjà connu, bon ça a été mis dans la pratique, c'était déjà connu parce que c'était déjà une phrase que l'on retrouvait lors de la Troisième République, c'est Jean Jaurès
qui parlait de la suppression du latin, donc c'était même pas encore la suppression du français et de la philosophie, à laquelle on est arrivé maintenant. Il parlait de la suppression du latin. Et du haut de la tribune, il lançait à tous les médiocres, les gens qui ne voulaient pas aller assez loin, il disait, s'il s'agissait de transmettre notre culture, je suis attaché moi-même au latin. Mais il dit, moi je voterai pour l'enseignement moderne, lui Jean Jaurès, parce que la suppression de la culture classique, à laquelle dit-il, personnellement je suis de tout cœur attaché, vous portera le coup le plus funeste. Il faut supprimer cette culture classique pour avoir le coup funeste que nous voulons porter à tout notre patrimoine. Jean Jaurès le faisait déjà explicitement, cela fait donc plus d'un siècle. Il s'agissait donc d'obliger à parler, alors la terminologie s'est faite aussi de cette façon-là, on parle là aussi, j'ai beaucoup de bagarres avec mes élèves à propos du terme de science exacte. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'une science exacte est complètement inexacte, qu'elle est toujours fausse, mais qu'elle suffit pour la technique. Il est quand même amusant de penser que la théorie de la relativité, pour ne parler d'elle, est vraiment fausse. Tout le monde sait qu'elle est fausse. Elle n'est pas assez précise. Mais elle l'est suffisamment pour que l'on puisse corriger certaines erreurs qui étaient liées aux théories de la gravitation universelle, et elle permet quand même d'envoyer des fusées dans la Lune. Donc, la première théorie était bien, on n'aurait pas l'idée d'utiliser la théorie de la relativité pour tracer les autoroutes. On se contente des théories les plus euclidiennes, les plus habituelles, et on se contente pour tout ce qui est de l'envoi ou de la propulsion des choses sur cette Terre, des théories de la gravité universelle. Dès qu'on veut faire quelque chose d'un peu plus spectaculaire, on veut aller sur la Lune, cette théorie ne marche plus, on en prend une autre. Elle est plus fine. Elle est arrivée récemment, la théorie de la relativité. Mais il n'y a pas un chercheur qui vous dira qu'elle est juste, tout le monde sait pourquoi elle est fausse. Elle n'est pas encore assez fine. Et peut-être que si au lieu d'aller jusqu'à la Lune, on veut un jour changer de système solaire, à ce moment-là, il faudra que quelqu'un fasse la découverte qui permette d'ajuster cette théorie. Alors soyons sérieux, on ne peut pas parler de science exacte. D'ailleurs, on parle de théorie. On parle même de théorie de l'évolutionnisme, de théorie de la relativité. Donc on ne peut pas parler de science exacte. Mais on a bourré le crâne de notre jeunesse en leur disant ça, c'est exact, les maths, c'est ce qui vous fera réussir, et le reste, c'est donc inexact et c'est faux. Et on a détruit notre capital culturel. C'était la dernière botte secrète pour arriver à achever les quelques velléités, pour ceux au moins qui auraient fait des études, les quelques velléités qu'il y aurait pu y avoir concernant la connaissance de l'être et de la philosophie de l'être. Inutile de vous dire que si l'abstraction en est réduite à ce point-là, inutile de vous dire que pour ce qui est du jugement, le jugement donc est devenu impossible. Le jugement, vous avez dit au départ, il est une association, plus qu'une association. Il est l'union de deux concepts, de deux idées. Comme je vous l'ai dit, le mur est blanc, ce sont deux idées qui portent en elles-mêmes une véritable pensée. Et ces deux idées arrivent à fusionner parce qu'il se trouve que dans l'être, justement, elles ont un point convergent. Donc on affirme une chose de l'autre. Maintenant, que fait-on ? On essaye, chez l'enfant, de détruire la notion de jugement causal. Et c'est pour cela qu'on fait de l'histoire thématique, du français thématique, de la géographie thématique. Exemple, en histoire, on va vous faire voir la femme au travers des siècles, la femme sous l'Empire romain, la femme au Moyen-Âge, la femme sous l'Ancien Régime, la femme à la Révolution, la femme au XXe siècle. L'agriculture, Ancien Régime, le Moyen-Âge, sous Louis XIV, XXe siècle. Et ainsi de suite. Donc, comment voulez-vous que dans la tête d'un jeune, il arrive à avoir une articulation totale de ce que sera, de ce qu'a été le siècle de Louis XIV? C'est particulièrement impossible. Quand on lui fait voir l'art à travers plusieurs pays et plusieurs périodes à la fois, vu d'une façon complètement déstructurée, on va lui faire voir, je ne sais pas moi, l'art floral à travers l'Europe entière pendant plusieurs siècles. Comment voulez-vous qu'il sache ce qu'est le baroque, savoir ce qu'est le classique, qu'il connaisse un certain nombre d'éléments qui permettent de se faire une pensée? L'enfant ne peut pas se faire une pensée, donc il ne peut plus juger. La chronologie qu'on faisait en histoire, elle était une articulation. L'articulation, c'était une ossature. C'était une ossature sur laquelle on pouvait greffer des choses, on pouvait greffer une pensée. Mais là, on détruit complètement l'ossature.
Et vous remarquerez que c'est exactement la même idée dans la méthode globale de lecture. La méthode de lecture normale est une méthode qui laisse, en principe, induire un raisonnement. Chez l'enfant, c'est la première, quand on vous parlait de raisonner sur notre propre langage, au lieu de faire changer les mots à ces pauvres enfants dans les fables de La Fontaine, là, il y a une analyse de son propre langage. Parce que l'enfant qui apprend à dire be, a, ba, il est déjà en train de composer deux sonorités. Il est en train, pratiquement, de faire un jugement. Il est obligé d'associer deux êtres sonores, et de les faire coller l'un à l'autre. On lui a supprimé ce jugement. Ce sont des jugements qui sont à la portée de l'enfant. Ça sont des jugements d'enfance. On lui a supprimé ce jugement, et à la place, on lui fait faire une devinette. Il essaye d'avoir un aperçu, et, en flash, de faire une affirmation. Est-elle juste, est-elle fausse? Il essaye. C'est à l'aveuglette. C'est un esprit qui essaye de deviner, sans aucune analyse, et sans aucun jugement. Donc, là aussi, ce sont des choses qui sont déstructurantes de l'individu. Cette méthode d'enseignement est déstructurante de l'individu, d'où ce nombre de dyslexiques. Mais qui dit dyslexique de la lecture, et à la place, on lui fait faire une devinette. Il essaye d'avoir un aperçu, et, en flash, de faire une affirmation. Est-elle juste, est-elle fausse? Il essaye. C'est à l'aveuglette. C'est un esprit qui essaye de deviner, sans aucune analyse, et sans aucun jugement. Donc, là aussi, ce sont des choses qui sont déstructurantes de l'individu. Cette méthode d'enseignement est déstructurante de l'individu, d'où ce nombre de dyslexiques. Mais qui dit dyslexique de la lecture, et parfois dyslexique de l'articulation, dit nécessairement dyslexique de la pensée. Sérieusement, comment voulez-vous qu'on fasse lire, mais ne serait-ce qu'une phrase de Bossuet, à un enfant dyslexique? Il pourra peut-être lire un sujet, un verbe, un complément, mais pas beaucoup plus. Ça n'est pas possible. Donc on a tué sa pensée. Or, sachez que, outre l'ignoble opération commerciale, c'est aussi une opération de démolition de nos enfants. C'est une ignoble opération commerciale, parce que il faut quand même se songer que quand M. Bayrou a été ministre de l'Éducation nationale, il était persuadé en son fort interne que la méthode globale faisait des illettrés. Il l'a dit, il l'a écrit. Il a fait une enquête sur toutes les méthodes de lecture qui sont utilisées en France. Il en a dénombré 56. À peine une dizaine qui portent le nom de méthode globale, et toutes les autres qui portent le cache-misère de semi-global. Autant dire que c'est la même chose. Il le dit d'ailleurs, il le savait très bien. Et comme tous les ministres de l'Éducation nationale, tel le Don Quichotte qui court derrière les moulins, il a dit « Je vais attaquer le mammouth », et puis c'est tout. Ça a suffi. Il avait travaillé. Et bien sûr, les 56 méthodes de lecture sont restées en service partout parce qu'il a dit, hormis les écoles, des petites écoles hors contrat, il a dit qu'elles étaient utilisées partout. Il avait fait l'enquête dans toutes les écoles de France. Alors, c'est autant vous dire qu'on arrive forcément à un naufrage national sur ce plan-là. De même, on cherche absolument, par ce biais-là, à ce que les jugements n'attribuent plus les choses, on n'attribue plus les accidents qui conviennent aux substances, c'est-à-dire les choses sont attribuées à l'aveuglette. À même titre que l'enfant attribue à l'aveuglette une syllabe à un assemblage de lettres, on attribue toutes à l'aveuglette. Et on fait exprès pour que l'enfant soit perdu. Les livres de géographie sont absolument stupéfiants. On parle d'une géographie, c'est expliqué dans les normes de l'éducation nationale et puis dans les introductions des livres de géographie. On vous dit que de nos jours, il faut que la géographie soit sociétale et globale. Quel mot bizarre. Ça veut dire simplement que le milieu n'existe plus que dans sa relation à l'homme. De quoi va-t-on vous parler? On ne vous parlera plus de l'être physique d'une région. Autrefois, une région était délimitée par un fleuve, par un plateau calcaire, par l'arrivée d'une montagne, par une zone climatique, par des choses qui étaient concrètes. Maintenant, pas du tout. On ne vous parlera plus d'un plateau calcaire, on vous parlera d'un nœud de relation, d'un pôle économique, d'un réseau routier, d'un flux commercial. On cherche à utiliser les mots de flux, de réseau, voire même quelquefois on pourra vous parler d'un réseau fluvial. Mais l'idée qu'il y a un fleuve,
ça n'intéresse plus personne. Il faut que tout soit, et que ça soit vu surtout par rapport à la manière dont l'homme utilise la nature. On retombe exactement dans le même principe que je vous expliquais tout à l'heure. C'est l'homme qui fait le vrai. C'est sa relation qui fait le vrai. C'est le même principe que vu à la télé. C'est l'homme, dans sa relation qu'il a à la géographie, qui crée la réalité de la géographie. Et donc, en conséquence, avec une géographie de ce genre-là, vous aurez comme une même entité la plaine rhénane, vue côté Allemagne et vue côté France. Puisque à la fois la géographie physique et la géographie historique n'a plus d'importance. Mais vous pourrez avoir un débordement de cette plaine rhénane à cause d'un nœud de communication qui traverse les Vosges et qui va jusque de l'autre côté, jusqu'en Lorraine, et vous pourrez vous trouver avec une zone difforme qui n'a plus rien à voir avec la structure de géographie physique. Évidemment, on ne peut pas demander à un étudiant, à partir de là, d'être capable de fournir un jugement. Le jugement, il n'y en aura pas, puisqu'il ne peut pas arriver à restructurer ce qui lui a été présenté hors de toute structure. C'est la même chose en sciences naturelles, à noter. Vous avez sans doute vu les livres de sciences naturelles des enfants. Bon, outre, c'est pas mon propos ce soir de parler de l'aspect immoral, hein, mais même l'aspect intellectuel. L'aspect intellectuel. Alors vous allez apprendre tous les appareils digestifs, celui de la grenouille, celui de la poule, celui de la carpe frite ou pas frite. Enfin, vous allez apprendre tous les appareils digestifs. Après, ça sera tous les appareils respiratoires. Et après, ça tous les yeux. Bon, et comment vous voulez que l'enfant arrive à vous reconstruire un poisson ou une poule? Pour lui, tout est pareil. Qu'est-ce que vous voulez qu'il y fasse, le pauvre enfant? C'est cette stratification horizontale, et ne croyez pas que je vous raconte des idées farfelues. Il n'y a pas de livre de sciences naturelles qui échappe à cela. Vous pouvez ouvrir n'importe quel livre de sciences naturelles des enfants, ils sont tous comme ça, sans exception. Et c'est pourquoi c'est la même idée, c'est la fonction qui remplace l'être. À quoi ça sert? Non pas qu'est-ce que c'est, mais à quoi ça sert. Donc on ne veut plus de l'être, on veut simplement de la fonction. On retombe dans la même philosophie. En fait, c'est l'agir qui remplace l'être. Alors je n'ose même pas, après cette description apocalyptique, je n'ose même pas parler de raisonnement, parce que arriver à enchaîner des jugements qui sont inexistants, évidemment, selon des règles précises, pour pas venir à un jugement certain, ce n'est absolument pas possible. Et c'est là aussi, on a de ce fait, d'ailleurs, on a créé une sorte de peur de l'intelligence. Quand je vous parlais des sciences exactes, ce qui me paraît un des aspects les plus terribles pour nos élèves de terminale, c'est qu'ils ne croient plus à l'intelligence. Ils croient aux sciences physiques parce que là, ils ont un chiffre sur un écran. Alors ça leur plaît. C'est sûr puisqu'il y a un chiffre sur l'écran. En revanche, vous leur dites que l'intelligence peut parvenir à la certitude, ils vous répondent non. Si vous arrivez au fait de dire que tout ce qui est matériel est destructible, or l'homme est matériel, donc il a une partie de lui, enfin en tout cas une partie de lui est matérielle, donc une partie de lui est destructible, c'est certain. C'est une connaissance certaine. Vous avez appris que l'homme était mortel, c'est donc cette partie matérielle qui est destructible, vous le savez. Et c'est une certitude. L'élève de terminale actuelle ne veut plus de cette certitude, parce que ce n'est pas écrit sur un cadran. Ce sont des pensées, des êtres, ce sont des concepts certains, c'est un alignement selon un mode de jugement certain, de concepts certains, la conclusion est certaine. Eh bien, un enfant actuel n'accepte plus une conclusion certaine d'un raisonnement certain, il veut une chose en lecture directe. À la limite, accepte-t-il des dogmes qui lui sont imposés, parce que, ce sont les masses médias là, parce que là aussi ça sert à quelque chose. Si vraiment on crie très fort pour dire qu'une chose est vraie, alors à ce moment-là, elle devient vraie, parce que tout le monde le dit. Mais c'est encore fonctionnel, hein. Ça n'a rien à voir avec l'être. C'est pour ça d'ailleurs que les livres de physique Alors, on est obligé de mettre dans cette apocalypse de l'enseignement, on est obligé de mettre un tout petit bémol à l'enseignement des sciences physiques et des mathématiques dans les 2 dernières classes, en première et en terminale. Pour la raison très simple, c'est que on avait essayé d'introduire cette destruction du système mental, alors que c'était les mathématiques modernes, et la physique avait été du même tabac. Mais c'est aperçu que ça empêchait de fabriquer des techniciens. Alors on est revenu à des mathématiques plus classiques et à de la physique à outrance. Alors on tombe sur un système social actuellement qui est particulièrement élitiste et immoral. C'est que ce lavage de cerveau, peu de gens s'en remettent. Dites-vous qu'autrefois, un enfant, il y avait des enfants qui n'étaient pas du tout intellectuels, mais un enfant médiocrement intellectuel, ou disons, qui comme tout enfant préférait remuer
et aller jouer à accrocher des casseroles à la queue des chats plutôt que de faire des mathématiques, ma foi, c'était la loi commune. Et en les forçant un peu, on arrivait à en faire des bacheliers. Pas tous, mais enfin disons qu'un bon nombre, parce qu'on s'occupait d'eux et on essayait de les obliger à raisonner. Et actuellement, il y a un déchet absolument effrayant et vraiment ne perdure dans l'enseignement que les enfants qui sont naturellement très doués ou naturellement très sages. Ce qui explique d'ailleurs, je vous dis ça avec beaucoup d'amertume, le succès des filles par rapport aux garçons, parce qu'en principe, le grand drame, c'est qu'une fille, à partir de tout temps, en principe, une fille travaille, un garçon ne fait rien. Le garçon commence ses grandes vacances en 4e et il l'achève péniblement en terminale. Donc, c'est d'une injustice folle et c'est d'un élitisme forcené. Alors, après ça, il existe on est arrivé, le fameux ministre Bayrou, dans son livre qui s'appelait la décennie des mal appris, avait étudié les statistiques de résultats au bac. Et il arrivait à cette conclusion absolument hallucinante. La statistique donne un résultat au bac de, disons, pour les garçons, 85% de fils d'instituteurs et 95 ou 93% de filles d'instituteurs. Là, on trouve la différence garçons-filles, j'y peux rien. Parce que le professeur est quelqu'un qui est libre à 17 heures et qui sait ce qu'il faut savoir. Donc, il s'occupe de ses enfants. Ensuite, la statistique dégringole aux alentours des 60% pour les fils de cadre. Et Bayrou explique pourquoi. Parce que le fils de cadre est nul, ne fait rien, et en seconde, quand le père honteux, lui qui est PDG d'une immense boîte internationale, a été accueilli comme un miteux par le proviseur du lycée pour lui dire votre fils est un cancre, et en plus il est à la porte dans 48 heures parce qu'en général c'est sans préavis, alors là, alerte, et on paye des cours de partout, si on finit pas par le mettre dans ce qu'on appelle une boîte à bac. Et donc, ce pauvre enfant, qui brusquement a commencé à atterrir dans le monde des vivants de façon brusque, brutale et méchante à l'âge de 15 ans, se trouve bachelier malgré lui. Et alors après ça, quand on rencontre le cadre moyen ou celui qui n'est pas cadre du tout, alors là, on ne parle même plus de bac. On tombe à peine à 30%. Et on aurait pu le faire peut-être par rapport à des niveaux, ce qu'on appelle les classements des niveaux généraux d'intelligence, mais je pense que même temporisé par cette statistique, on trouverait un résultat à peu près semblable, parce c'est un système qui est élitiste, qui privilégie les parents qui connaissent les combines, donc les professeurs, et les parents qui ont beaucoup d'argent. C'est un système très élitiste. Et il y a des combines même qui sont pas secrètes, mais qui ne sont utilisées que dans le milieu convenu. Par exemple, dans les lycées d'État, la première langue allemande est en principe réservée aux fils de professeurs. Première langue allemande, ça veut dire d'un élève dans une classe qui travaille. Après ça, les classes poubelles, c'est pour les autres. Donc, on choisit une première langue allemande. Dès la 6e, comme ça on est sûr que c'est la classe, l'unique classe du lycée où l'on travaille. Mais ça, il faut le savoir. C'est une question conventionnelle, il faut être dans le milieu. Donc c'est un système qui est parfaitement immoral. Et parce que on a supprimé la totalité de la capacité de raisonner, on ne s'occupe pas de l'enfant, on a détruit son système intellectuel. Et pendant ce temps, que fait-on? Il y a quand même une chose que l'on ne laisse pas tomber dans la formation de l'enfant, au point de vue du raisonnement, si on peut s'y intéresser, c'est quand même qu'il ait des réflexes bien faits pour notre société moderne. Et alors je voudrais, à cet effet, vous montrer quelquefois un certain nombre de choses qui sont d'une subtilité bien supérieure à ce que vous pouvez imaginer. Il y a quelques années, 2-3 ans, pas plus, ou 4 ans maximum, un nouveau programme de biologie a été proposé en classe terminale pour les sections scientifiques. Un programme absolument merveilleux. Je dis merveilleux sans ironie, là. C'est vraiment un programme merveilleux. Vous aviez un chapitre de génétique très poussé, une partie de génétique très poussée, absolument immense. Toute l'étude d'un système immunologique avec toutes les synapses, etc., d'une façon extraordinaire. Tout un système de régulation des hormones, vu à l'extrême, comme on commence à le voir en médecine. Et puis toute la théorie de la Terre, de la tectonique des plaques, aussi vu tout à fait à jour, quelque chose de merveilleux. Un programme, il aurait fallu 10 heures par semaine pour arriver à l'absorber, probablement pendant 2 ans. Pourquoi? Parce que c'est un programme qui est trop important à absorber. J'ai l'immense chance dans mon école d'avoir comme professeur de biologie en terminale un chercheur au CNRS qui a une pensée très claire
et qui ne perd pas son temps avec les ouvrages parce qu'il les trouve dépassés. Donc, il supprime une partie du fatras. Moi, j'étais stupéfait parce que, ouvrant un livre tout neuf qui vient d'arriver comme spécimen, il l'ouvre au hasard. Il dit, mais c'est complètement faux, il y a une découverte il y a 15 jours qui dit absolument le contraire. Donc ça, c'est évidemment, il faut être dans le milieu pour être capable de le faire. Mais pourquoi cette chose-là? Comme on n'a pas le temps d'étudier, vous ne pourrez pas faire un système immunologique comme vous le ferez quand vous serez en médecine. Vous n'aurez pas le temps de faire un programme de génétique comme il faut le faire pour être capable de répondre à ces questions. Alors, on se contente d'en voir la conclusion idéologique. Pourquoi ces parties-là? La génétique, pour prouver l'égalité des races. L'immunologie, pour prouver qu'il est très important de lutter contre le sida. Le système de régulation des hormones, pour parler de la régulation des naissances. Et la tectonique des plaques, pour arriver à expliquer l'évolution. Voilà, c'est tout. Donc, comme on n'aura pas le temps de tout absorber, que les enfants absorbants, enfin ils ne sont plus enfants déjà à cet âge-là, auront un tel capital à absorber qu'ils apprendront par cœur des choses qui sont dans un brouillard indescriptible, ils se rappelleront les conclusions. Et les examens sont faits sur les conclusions. De façon à de voir si ce sont politiquement corrects, s'ils sont prêts à rentrer dans le système moderne. Je ne parle même pas du relativisme de la pensée philosophique, qui ne devient qu'une histoire des opinions, et une manière de poser des interrogations. Donc, on s'aperçoit qu'on forme des êtres dans l'ensemble incapables de penser, en tout cas capables surtout de raisonner à la seconde, de raisonner, alors là je change le mot, c'est pas raisonner comme ça, c'est raisonner comme une caisse résonne, c'est-à-dire de vibrer à la seconde sur les slogans modernes d'une façon affective, épidermique et énergique. Voilà ce que l'on cherche à faire. Alors la grande question, dans quel but? Pourquoi ces choses-là? Ça ne peut pas être au hasard. Pourquoi cette démolition si savamment organisée? Pourquoi cette déstructuration si calculée? Des visionnaires comme Orwell ou Huxley pourraient nous décrire ce qu'est l'asservissement d'un peuple, mais ce qui est le plus important dans un peuple, c'est de lui retirer l'intelligence du combat et par conséquent les moyens de s'exprimer et l'envie de combattre. Si vos fils et vos filles ne comprennent plus pourquoi vous ou vos parents vous avez combattu, eh bien, ils n'auront plus les moyens d'exprimer les raisons du combat, puisqu'ils ne comprendront pas, et surtout, ils n'auront plus envie de combattre. C'est ce qui se produit d'ailleurs, même dans nos milieux. Donc, il s'agit en fait d'obtenir que même l'élite de la société ne fasse pas de contre-révolution. Même les gens qui feraient partie des cadres de société de père en fils ne soient pas des contre-révolutionnaires, qui ne comprennent pas à quoi ça sert. Donc il faut supprimer la structure de la pensée pour faire des affectifs primaires, instantanés, malléables à la publicité, qu'elle soit commerciale ou politique. En fin de compte, que demande-t-on à l'homo economicus de 1998-99? D'acheter et de se taire. Donc en fait, de raisonner, de vibrer au quart de tour aux slogans publicitaires et aux slogans politiques. On lui demande aussi, parce que l'homme vit péniblement sans morale et aime bien se donner bonne conscience, de combler le vide, parce que la nature a horreur du vide, par un semblant de moralité. Ce semblant de moralité, ce sont ces thèmes, qui sont aussi des slogans, thèmes mobilisateurs, les droits de l'homme, la démocratie, le progrès, l'avenir meilleur, l'humanisme, le libéralisme, et ainsi de suite. Je me souviens, il y a quelques années, je pense que dans ma génération à moi, on a dû être câblé de travers. Parce que je voyais un homme politique qui essayait de se présenter comme étant de droite et qui avait pris comme slogan « Je suis un vrai libéral ». Quand je suis passé à côté de la fille, je dis « Oh, le pauvre gars !» C'est tout de suite ce que ça m'a inspiré. Parce que ça fait partie, cette notion de libéralisme fait partie d'un des slogans modernes qui, en principe, est une peau de chagrin qui cache une pauvreté mentale catastrophique. C'est une déchéance de n'avoir plus que ça à présenter comme image de marque. C'est une catastrophe. Et pourtant, c'est ce que l'on veut absolument servir comme moralité. Et c'est fait exprès. Si vous prenez les bulletins officiels de l'éducation nationale, le bulletin officiel du 5 février 1987 avait cette phrase. Il disait « L'éducation civique doit primer pour conduire à la compréhension du monde actuel. Elle doit primer dans toutes les matières. » Et c'était répété le 30 juillet 1987, toujours pareil dans ce même bulletin de l'éducation nationale. L'éducation aux droits de l'homme
est l'affaire de toutes les disciplines. Toutes les disciplines. Et vous avez un certain, je cherche son prénom, un certain Ferry, là, arrière-petit-neveu de l'ancien Jules, qui est actuellement en train qui fait des thèses, j'ai lu une de ses thèses, dans lesquelles il expliquait que même le sport, l'éducation sportive, ne devait pas être faite n'importe comment, parce qu'elle était aussi une éducation au sens civique et aux droits de l'homme. D'où le privilégier les sports collectifs. C'est vrai que de privilégier le sport collectif peut avoir certains intérêts, qui sont des intérêts de sociabilisation, mais pas d'éducation des droits de l'homme. Mais cette idée-là, c'est Luc Ferry, je cherchais son prénom, Luc Ferry. Donc là aussi, ce sont des textes tout à fait modernes. Donc il faut limiter les écarts des rebelles en les rendant conformes à la pensée moderne. Ces thèmes qui sont des thèmes de droits de l'homme, on les trouve, c'est qui avait été introduit à une époque dans les cours de français et qui s'appelait les thèmes transversaux, il y a déjà plusieurs années, qui avaient été rendus obligatoires. Il y avait 6 thèmes transversaux qu'on devait retrouver à travers tous les textes de français. Et ces thèmes transversaux étaient la consommation, la publicité, et puis je ne sais plus, un certain nombre de thèmes qui étaient aussi des thèmes tout à fait à la mode et que l'on devait nécessairement retrouver à travers toutes les disciplines. L'environnement aussi, ça faisait des thèmes dans les thèmes transversaux. Donc il faut éveiller des sentiments exacerbés sur tous ces problèmes qui sont ces problèmes modernes, qui servent à occuper, à remplir la conscience des gens qui auraient malheureusement un certain vide. Et puis derrière, on voit poindre quel est l'auteur de toutes ces pensées, puisque toujours se rajoute, mais là ce n'était pas mon propos ce soir, la haine de l'Église et l'avilissement moral. La haine de l'Église, parce qu'elle est absolument omniprésente. Dans tout, il n'y a pas un livre de français qui ne prenne des textes blasphématoires, des textes qui parlent du fantastique démoniaque, de thèmes qui soient à la limite du malsain, sulfureux, en y sent la présence du démon. Cette haine de l'Église est absolument partout, sans parler des thèmes que l'on développe, même à travers les livres de physique. Vous avez un petit encart avec une affaire Galilée racontée de façon grotesque. Tout pour que personne n'aime l'Église, personne n'aime la religion chrétienne. Et puis l'avilissement moral par accoutumance. Je n'ose même pas parler, bien sûr, de cette immonde éducation sexuelle faite dans les livres de biologie, qui commence maintenant donc en principe en 5e, mais avec déjà des aperçus en 6e, voire même en 7e. Mais ce sont aussi regardez les ouvrages de langue. Alors, il me semble que c'était dans un ouvrage d'espagnol, où un enfant racontait à un autre, c'était le texte, racontait comment il avait triché, et qu'il y avait des nouvelles manières de tricher dans la classe. Un texte d'anglais qui manifestait la rébellion d'une fille à qui ses parents avaient interdit de sortir en boîte de nuit. D'autres textes qui traitent du problème de la drogue, mais non pas jugés par rapport à son effet biologique, par rapport à la difficulté affective de la pauvre personne qui en fait n'a pas d'autre échappée que de se droguer, et ainsi de suite. Là vous pouvez ouvrir les textes de les livres de langue servent énormément à donner cet avilissement moral. Et bien sûr, comme nous n'avons plus affaire à une pensée fondée sur l'être et sur le raisonnement, inutile de vous dire que ce déballage d'affectivité mal comprise trouve un terrain propice auprès de toute cette jeunesse qui n'est pas formée. En somme, ce que l'on cherche à faire, pardonnez-moi l'expression, c'est en fait à inoculer à la population entière un sida intellectuel. C'est-à-dire une incapacité à auto-fabriquer une défense contre les erreurs qu'on lui inocule. Il n'y a plus de défense. Il n'y a plus de globule blanc, il n'y a plus moyen de se défendre contre ce qui est inoculé de mauvais dans la société. Et on veut que les générations, même dans les bonnes familles, ne soient plus capables de se défendre. Alors évidemment, ces constatations sont sinistres, et cependant, nous gardons foi en notre combat. C'est lui qui est le fondement de toute chose. Quand j'entends des parents s'affichant traditionnels, n'osant parler que de bons ou de mauvais, n'osant parler que de bonnes ou de mauvaises écoles sur des résultats scolaires qui sont fabriqués selon certaines techniques qui sont excessives, qui ne sont pas très difficiles, j'ai peur que le sida les ait déjà atteints. Quand on en est à ne plus voir cette montagne, parce que c'est quelque chose de monstrueux,
et qu'on refuse une école qui forme normalement, en disant mais je vais le mettre dans cette école-là parce qu'elle a des bons résultats au bac et qu'elle est pas trop mal. Je me méfie du pas trop mal parce que pas trop mal c'est une demi-ration. Vous savez, c'est comme l'ivrogne, il arrive avec sa bouteille, elle n'est pas trop vide, oui, mais elle n'est pas trop pleine. Bon, eh bien, une école qui n'est pas trop mal, c'est qu'elle n'est pas trop bien. Et donc, quand on voit que des bonnes consciences se satisfont d'une école pas trop bien, parce que, soi-disant, les résultats au bac sont faits selon des techniques d'élitisme assez simples, et non pas, c'est pas lié à la qualité de l'enseignement, tout ça pour se donner bonne conscience et éviter de paraître socialement un marginal parce qu'on est fait partie des rares à avoir compris cette démolition de l'intelligence, je me dis que là, la situation des parents est presque aussi grave que celle des enfants. Non, c'est la nature elle-même qu'on atteint dans le fonctionnement. C'est la nature qui porte sur l'être, sur le vrai. Et croyez-moi, si on ferme des esprits au vrai et à l'être, c'est la barbarie qui va déferler très rapidement. D'ailleurs, nous le voyons. Il faut se mobiliser pour l'enseignement. Il faut labourer la terre, il faut rendre nos enfants aptes à aimer le vrai, le bien, le beau. Parce que si on les rend aptes à connaître le vrai, le bien, le beau, si on les rend aptes à l'être, alors c'est le vase dans lequel Dieu a décidé de communiquer la grâce. Et bien, je vous dis, il faut se battre pour les écoles, parce que c'est le seul moyen pour que vos enfants soient sauvés, c'est le seul moyen pour qu'ils soient disposés à profiter de la grâce. Voilà le message que je voulais vous communiquer ce soir. Y a-t-il des questions? Qui est le grand innovateur de davantage? Satan derrière toute chose. Les loges maçonniques, qui sont toujours d'accord quand il s'agit d'une certaine progression dans les lois, et puis après ça, la mollesse des bons qui aiment être à la mode. Mais on est quand même actuellement aux frontières de l'absurde, c'est-à-dire que tout le monde est conscient que ça ne va pas, mais on est quand même prisonnier. N'oubliez pas que dans notre société, on est sous une armée d'occupation, et qu'il est interdit de penser certaines choses et de réagir. Ne serait-ce que d'ailleurs, la manière, quand on voit les privilèges de l'éducation nationale, cette multiplication perpétuelle de dizaines de milliers de personnes qui sont employées pour des résultats de plus en plus chétifs, vous pourriez essayer de faire ça dans n'importe quelle compagnie, n'importe quelle société ou trust international, on ne rajouterait pas des dizaines de milliers de personnes ou dizaines de milliers pour une faillite de plus en plus grande. En principe, ça ne paraît pas possible. Donc, c'est parce qu'il y a des choses qu'on n'a plus le droit de dire, c'est qu'on est prisonnier. On sait qu'on arrive à la révolution populaire si on touche à certaines choses, et donc plus personne ne peut plus rien faire. Ce qui laisse d'ailleurs une impression bizarre, c'est que, en fait, actuellement, sur un plan vraiment politique, il n'y a pas vraiment d'issue. Nous avons un devoir qui est celui de sauver notre génération, les gens que nous connaissons, ceux de nos familles, et maintenant, la solution politique, je vous avouerai qu'elle n'est pas particulièrement claire pour l'instant. Mais pas seulement dans ce domaine-là d'ailleurs. Il est passé il y a 4 jours. Oui. On va attendre le décret d'application parce qu'il est très difficile de définir une politique d'action face à une attaque qui n'est pas faite. Et donc il faut attendre de voir s'ils s'en servent pour une attaque tout de suite, plus tard, et de quelle façon. C'est vrai que c'est une arme tout à fait bien affûtée pour pouvoir à peu près détruire toute personne uniquement pour délit de pensée. Mais maintenant, vont-ils s'en servir tout de suite et contre qui, nous ne savons pas encore. Je me demande si c'est pas comme ça que ça va se terminer, oui. Seulement, ça va faire quand même une hécatombe terrible. Hein. Pour Saint-Étienne, probablement. Ah oui, pour vous, c'est vrai. Mais alors, le problème avec les Suisses, c'est qu'eux ne comprennent pas à quoi servent les écoles. Alors, tous les essais qu'on a faits ne sont pas très probants parce que, à vrai dire, ils sont très peu mobilisés. Les Suisses malheureusement, nos Suisses à nous sont des patriotes rêveurs. J'ai le souvenir qu'à l'époque où j'étais au séminaire, les Suisses nous avaient expliqué que chez eux il n'y avait pas de noyautage, que par conséquent tout était pur, tout le monde travaillait pour le bien de la Suisse. Et alors au milieu du séminaire, ils ont découvert que le général en chef de leurs armées était un agent soviétique. Alors bien sûr, on a ricané, mais on n'a pas osé aller plus loin parce que ça n'a pas détruit le dogme.
Et par rapport, quand on leur parle des écoles, on est un peu face au même problème. Nous avons essayé quand même plusieurs tentatives d'écoles qui vivotent, mais ils ont un mal fou à comprendre où est le problème. Je sais qu'il n'y a pas d'école technique dans la tradition. À chaque fois que nous nous réunissons avec les directeurs d'école, c'est un sujet que nous abordons, nous allons finir par nous jeter à l'eau, nous en parlons. Le projet, il faut que ça mûrisse. Vous savez, Paris ne se fait pas en un jour, et les écoles techniques non plus, surtout que ça exige énormément, beaucoup plus d'investissement financier. Et en plus, les diversifications techniques est plus forte. Cependant, quand même, je tiens à dire, parce qu'on nous en fait quelquefois le grief, moi je vois des parents, le cas d'un pauvre élève, il a 16 ans et demi, il retriple sa troisième, on ne peut pas faire plus. Eh bien, et les parents veulent absolument, vous comprenez, je ne peux pas l'envoyer à 16 ans et demi dans le monde, il va périr, etc. Mais pendant ce temps, il y a d'autres garçons qui ont 16 ans et demi qui ont leur bac. C'est-à-dire qu'il y a 16 ans et demi, se retrouvent ensuite en SP en université tout seul. L'université, c'est-à-dire vraiment tout seul, dans une chambre seule, de faire des études seul, à 16 ans et demi. Et pendant ce temps, les autres parents, parce que celui-là a eu des échecs, il a 16 ans et demi en troisième, et on ne veut pas le lâcher seul. C'est vrai que le monde est dangereux, c'est vrai qu'il y a des risques pour les âmes, c'est vrai que tout adolescent, il y a un moment où il s'émancipe, et qui franchit, je reprendrai l'exemple breton, puisque nous parlions de la Bretagne tout à l'heure, il franchit la barre d'Étel, ou le mascaret, enfin, il faut qu'il franchisse la vague, il la franchit bien, mal, il boit le bouillon, ça dépend des enfants. Bon. Mais de toute façon, il faut qu'il le fasse. Et dites-vous que Dieu donne ses grâces quand c'est l'heure. Et si, parce qu'un enfant ne peut plus faire ce type d'études, c'est l'heure à 16 ans, il aura les grâces à 16 ans. Et je peux dire que toutes les expériences que j'ai faites m'ont toujours prouvé que c'était vrai. L'enfant qui est bien éduqué, dont les parents s'occupent, qui peut avoir quelques mouvements de jeunes autour, et qui est à l'âge où il faut pour passer dans ce genre d'enseignement-là, à ce moment-là, je reconnais que c'est pas extraordinaire, mais de toute façon, ce qu'il voit dans ces écoles-là, où il le voit à 16 ans, il l'aurait vu à 18 ans, mais c'est pratiquement pareil. C'est vrai qu'il faut éviter, autant que faire se peut, de commencer à les empêcher de réfléchir et à être vautrés dans l'immoralité à 12 ans, mais après, je pense que Dieu donne des grâces pour les épreuves qu'il nous envoie. Donc il faut être un peu réaliste là aussi. Notre but, il n'est pas de faire une garderie d'enfants qu'on ne veut pas voir fréquenter le monde. Je ne vais pas apporter les chiffres, je crois que les statistiques sont très trompeuses. À l'époque, les bacs avec les sections, qui étaient ce qu'on appelait les sections nobles, ABCD, représentaient, au début de la Ve République, 40 à 45% de gens. Mais la section C ne représentait que 20% de ces 40%. C'est-à-dire qu'en fait, étant réservé par principe intellectuel, c'était a priori aux meilleurs, c'est-à-dire à ceux qui étaient vraiment capables de faire des vraies études supérieures, pour à part, il y a des vrais littéraires, je ne mets pas ça, mais j'entends, pris d'une façon sans réfléchir, quelqu'un qu'on lancera vraiment dans les grandes études supérieures, ça représente ce tout petit échantillonnage, c'est-à-dire un petit 10% de la population. C'est la statistique normale. C'est pour ça que quelquefois, pour être directeur d'école, dites-vous une petite chose, il faut avoir très mauvais caractère, ce qui est forcément mon cas. Et on a un petit peu de mal avec les parents parce qu'ils imaginent que sous prétexte qu'ils portent un label de tradition et qu'ils viennent chez nous, on doit normalement fournir 100% de réussite au bac avec un échantillonnage de la population qui est le même que partout ailleurs. Non. On a la chance qu'au lieu d'en fournir 10%, on est avec, je dirais, tous ceux qui s'en vont, je ne sais pas, on était probablement à 50 ou à 60%, c'est-à-dire qu'on a des statistiques supérieures à la moyenne nationale et supérieures à ce qui se fait, à cause de la manière dont on est attentionné, comme les écoles autrefois, les écoles catholiques, parce qu'on prend beaucoup de temps pour faire travailler, parce que les effectifs sont réduits. Bon, donc nous avons, je dirais, des statistiques fabuleuses. Mais on ne peut pas promettre que notre monde à nous aura une statistique différente de ce qu'est la nature humaine. Il faut en être conscient. Et là aussi, on arrive quelquefois, j'ai l'exemple d'une famille, bon, c'était pas mon école, c'est une autre de nos écoles, où le père de famille était très satisfait, il a eu son aîné, qui l'a fait arrêter en troisième, qu'il a envoyé chez les compagnons, qui gagne admirablement sa vie, un jeune homme parfaitement équilibré, et le père n'a qu'à se féliciter de ce qu'il a fait, et le suivant était dans tous les examens inter-écoles de la fraternité, a toujours été le premier. Mais ça veut dire, même dans une même famille, mais le père avait ce réalisme de chercher ce qui avait permis à l'un et à l'autre de